Bonjour, bienvenue au live du Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève, où je vais vous présenter cet après-midi les fossiles de l'exposition Trésor. Alors, je m'appelle Lionel Cavin, je suis paléontologue ici au muséum, je suis responsable des collections de paléontologie. Et donc, évidemment, mon propos cet après-midi portera surtout sur les fossiles qui sont représentés dans ces 200 spécimens qui ont été sélectionnés pour illustrer les 200 années d'histoire du muséum. Alors, on va commencer par faire un petit peu de l'histoire de la paléontologie. Et les fossiles, en fait, sont connus depuis très, très, très longtemps. Et même les hommes préhistoriques, parfois, sélectionnaient, découvraient des fossiles et les mettaient de côté. Comme quoi, ça a toujours intéressé les gens. Mais évidemment, pendant très longtemps, on ne savait pas tellement comment ces fossiles s'étaient formés, à quoi ils correspondaient. Alors, j'ai trouvé dans ma poche, par hasard, quelques petits fossiles qui ont eu des interprétations très différentes au cours des âges. Et là, par exemple, vous avez un fossile qui peut être assez commun dans certains gisements. Et on voit qu'il y a comme c'était bifide, hein, deux branches comme ça. Et on a pendant longtemps appelé ces fossiles des glossopètres. Glossopètre, ça veut dire dent de serpent, parce que ça ressemble vaguement, très vaguement, à une langue, excusez-moi, pas dent de serpent, mais langue de serpent. Ça ressemble très vaguement à une langue de serpent. Alors, pendant longtemps, on a considéré que ces fossiles pouvaient être utilisés pour la médecine. On les trempait, par exemple, dans des boissons, et c'était censé faire disparaître tous les poisons que cette boisson pouvait contenir. Un autre fossile assez rigolo aussi, petit, qui peut se rencontrer à un assez grand nombre dans certains gisements, c'est cette dent aussi, enfin, je me suis trahi. Au départ, on ne savait pas que c'était une dent. Ce petit fossile semi-circulaire, hémisphérique, et qu'on appelait crapaudine. Pourquoi crapaudine? Parce qu'on pensait qu'elle naissait dans la tête des crapauds. Et elle aussi avait soi-disant des vertus médicinales. Et comme le disait Albert le Grand au Moyen Âge, c'est un fossile qui est un médicament qui est super parce qu'on peut le manger, le récupérer à l'autre bout du tube digestif et le réutiliser une autre fois. Donc une espèce de médicament recyclable. Enfin, un troisième fossile que j'ai trouvé dans le fond de ma poche, c'est cette petite massue, là, en quelque sorte, un espèce de petit fossile allongé, qui aussi était énigmatique pendant très longtemps, et qu'on appelait parfois une judéite, parce qu'on en trouvait pas mal en Judée, au Proche-Orient. Et on considérait généralement que ce fossile était fabriqué lorsque la foudre tombait à la surface de la Terre. Et maintenant, on va voir le fossile qui est dans notre exposition, un oursin fossile qui date d'environ 100 millions d'années. Il a été découvert dans la craie d'Angleterre il y a fort longtemps, au XVIIIe siècle. Et justement, ce fossile est très important parce qu'il a permis aux scientifiques qui l'ont étudié, Jean-André Deluc, qui était un Genevois ici à Genève, et qui a pu dire, hey, vous voyez sur ce fossile, on voit un petit cercle au centre qui correspond en fait au centre de l'oursin, et puis vos fameuses judéites là, formées par la foudre, hein, eh ben non, ce ne sont pas du tout des objets formés par la foudre, mais ce sont simplement les piquants de l'oursin. Donc ce fossile a contribué à démontrer que les fossiles sont des restes d'animaux ou de plantes qui vivaient à l'époque et qui se sont transformés en roches. Donc c'est un fossile qui a vraiment une importance historique pour l'histoire des sciences, en plus d'avoir un intérêt scientifique. Alors, on va passer au deuxième spécimen, qui est cette fois-ci une ammonite. Alors, donc, qu'est-ce qu'une ammonite? Vous voyez cette coquille spiralée, donc qui ressemble un petit peu à un escargot, hein, on dirait un peu un escargot. Alors là, j'aimerais bien vous montrer celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a un petit problème au niveau de la technique, je crois. Donc, bref, les ammonites, ce sont des mollusques, hein. Les mollusques, c'est comme, voilà. Voilà. Les mollusques, c'est les escargots, c'est les moules, c'est les huîtres, et ce sont aussi les céphalopodes. Alors, céphalopodes, céphalo, ça veut dire la tête, pod, ça veut dire le pied. Donc, des animaux qui ont des pieds sur la tête, c'est les pieuvres, les calamars, les seiches. Et puis nos ammonites, eh ben, c'était des céphalopodes. Donc vous voyez la bête là, qui vivait dans une coquille spiralée et qui a des tentacules comme tous les autres céphalopodes. Alors sur le spécimen qui est présenté dans l'exposition, on voit que la coquille, elle est un petit peu détachée. Les enroulements ne sont pas collés les uns aux autres en quelque sorte. Et ce qui est intéressant aussi avec ce fossile,
c'est qu'il vient de la région, du village même de Barème, situé en France, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça explique un petit peu comment les géologues datent les roches en quelque sorte. Barème, c'est un petit village entouré de falaises et d'affleurements de roches qui contiennent de très nombreux fossiles, dont ces fameuses ammonites. Et donc, on va donner un nom à ces roches en fonction des ammonites qu'on y trouve. Et là, en l'occurrence, on va dater ces roches, on va dire ces roches elles datent du barémien. Donc, dès que vous trouvez un fossile de ce type-là, c'est pas facile à identifier, mais si vous arrivez à l'identifier, ben vous pouvez dire ah ma couche de roche, elle date du barémien parce qu'il y a ce fossile à l'intérieur. Vous voyez, on comparait maintenant qu'on la voit à l'écran la reconstitution d'une ammonite avec les enroulements qui sont serrés les uns contre les autres, et puis cette ammonite de Barème qui, elle, est un petit peu différente. On a des milliers d'espèces d'ammonites qu'on connaît dans le monde, et ça permet ainsi de dater les roches les unes après les autres en fonction des fossiles qu'on trouve à l'intérieur. Alors je crois qu'il y a une question. Une question de Maël. Maël. Mais qu'est-ce qu'elle mange les ammonites? Alors ça, c'est pas facile à savoir. Que mangent les ammonites? Maintenant, les céphalopodes sont en général carnivores. Donc on pense que beaucoup d'ammonites étaient également carnivores. Elles devaient attraper des petits poissons ou des petits animaux qui vivaient dans la mer. Peut-être que certaines d'entre elles aussi vivaient plus près du fond et puis attrapaient des vers marins, des choses comme ça qui vivaient sur le fond de la mer. Parfait. Alors on va passer au troisième spécimen, qui est cette fois-ci un vertébré. Donc un animal qui est un petit peu plus proche de nous, et c'est même plus qu'un vertébré, enfin c'est une partie particulière d'un vertébré, c'est une vertèbre. Alors c'est pas un fossile extrêmement beau, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors là, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Il s'agit en fait d'un moulage du 19e siècle qui a été fait il y a fort longtemps en plâtre, qui a été peint en noir. Alors c'est pas très beau, mais par contre c'est très intéressant. Parce que cette vertèbre a été décrite par Richard Owen, qui est un naturaliste, un paléontologue anglais qui vit au 19e siècle et qui a inventé le terme dinosaure. Et il a figuré, il a illustré cette vertèbre dans le livre, l'article qui parle pour la première fois des dinosaures. Donc dinosaures, tout le monde connaît les dinosaures. Pourquoi on les appelle dinosaures? Ça vient du grec dainos, qui veut dire énorme, grand. Et en fait, ça fait référence à la taille de ces premiers dinosaures découverts, qui étaient très grands. Et puis Zorus, c'est le lézard ou le reptile. Donc les dinosaures sont des lézards terriblement grands. Et là, en fait, il s'agit d'une vertèbre que Owen, en fait, pensait attribuer, donner à un crocodile. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'il s'agissait d'une vertèbre de dinosaures. Et par hasard, elle se trouvait dans ce premier article qui décrit pour la première fois des dinosaures. Alors, comme ce n'est pas très facile à reconnaître les différentes parties de cette vertèbre, en plus c'est un moulage, comme je vous ai dit, qui n'est pas forcément très bien fait, j'en ai amené une autre. Voilà, cette fois-ci, ce n'est pas un moulage, c'est un véritable fossile d'une vertèbre de dinosaure. Et peut-être quand vous reconnaissez plus ou moins les différentes parties de la vertèbre que vous avez vues tout à l'heure. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Hein. Là, on a ce qu'on appelle le centrum au centre de la vertèbre ici. Et puis ensuite, il y a des apophyses. Hein. C'est ce qui permet des articulations entre les vertèbres les unes aux autres. Et puis la crête neurale ici. Et puis on a la moelle épinière qui passait dans le trou qui est ici, qui est maintenant rempli de roches. Alors là, il s'agit d'une vertèbre d'un Allosaurus. C'est un dinosaure assez bien connu qui vivait il y a 150 millions d'années environ en Amérique du Nord et puis en Europe. Et qu'on trouve en grand nombre, qui ressemble un petit peu à cette vertèbre de Streptospondylus. Je ne vous ai pas donné le nom, mais ce n'est pas super important. Voilà, peut-être on va les comparer. Voilà. Alors peut-être quand même un petit mot. Alors oui, si vous voulez la voir comme sur l'écran, je la tourne à l'envers. Voilà. Hein, donc là, donc il y a une face bombée et puis une face qui est creuse. Et puis justement, Streptopondylus, ça voulait dire vertèbre à l'envers, parce que par rapport aux espèces de crocodiles, parce qu'on croyait à l'époque que c'était un crocodile, et bien la face bombée et la face creuse étaient inversées. D'où son nom, Streptospondylus. On a une question Oui. de Manon. Ces dinosaures, qu'est-ce qu'ils mangent? Alors là, c'est plus facile que pour les ammonites, parce que les ammonites, on connaît leur coquille, celle que je vous ai montrée avant, mais on ne connaît pas leurs dents. Donc on ne sait pas exactement ce
qu'elles mangeaient. Par contre, les dinosaures, on peut trouver les dents des dinosaures, et ça c'est très utile pour savoir ce qu'ils mangeaient. Si on trouve une dent qui a une forme de lame de couteau, comme ça, avec des petites crénelures sur les côtés, on est sûr que c'est un dinosaure carnivore. Si par contre la dent, elle est petite comme un petit cigare, comme ça, tout allongée, toute cylindrique, c'est plus difficile à imaginer ce qu'ils mangeaient. Maintenant, on a compris que c'est des dinosaures en fait, qui mangeaient des plantes, qui utilisaient leurs dents comme des râteaux pour attraper les feuilles des arbres. Et puis on a d'autres dinosaures encore, où on a trouvé des dents qui formaient des espèces de grands plateaux, comme ça. C'était des petites dents alignées les unes à côté des autres, et ça formait une espèce de meule avec les deux mâchoires. Et ceux-là mangeaient des plantes également, en les broyant dans leur bouche. Celui-là, Allosaurus, c'était vraiment un dinosaure carnivore. Vous connaissez peut-être T-Rex. T-Rex, hein, c'est un des plus gros dinosaures carnivores qui a deux doigts aux pattes antérieures, aux pattes avant. Et ben, Allosaurus ressemblait un petit peu à T-Rex, mais il était un peu plus petit. Il ne faisait que 10 mètres de long, contre 15 mètres ou 7 mètres. C'est déjà pas. Ok, alors on va poursuivre avec un fossile plus régional cette fois. Voilà, alors là, on n'a pas la taille visible sur l'écran, mais en fait, c'est un fossile qui fait 40 cm à peu près de long. Et c'est de nouveau un mollusque, hein, comme la mollusque de tout à l'heure, mais cette fois-ci, ça appartient au groupe des gastéropodes. Vous vous rappelez, j'ai dit céphalopode avant, ça veut dire les pieds sur la tête. Ben, gastéro, quand on a mal au ventre, gastrite par exemple. Donc, gastéropode, c'est un animal qui marche sur son ventre. Donc, ce mollusque marche sur son ventre et coquille sur son dos. C'est quoi, à votre avis? Un animal qui marche sur son ventre, comme ça, il a une grosse coquille enroulée sur le dos. Ouais. Un escargot? Un escargot. Les gastéropodes, parce qu'ils marchent sur leur ventre. Alors ça, c'est un escargot qui mesurait, comme coquille mesurait 40 cm. Alors celui-là, en plus, il était marin. Il ne vivait pas sur la terre ferme, mais il vivait au fond de l'eau. Et pourtant, on l'a trouvé au sommet d'une montagne, au sommet du Salève. Vous connaissez peut-être le Salève, qui est la montagne, enfin, c'est certainement le Salève, qui est la montagne qu'on voit depuis Genève, qui surplombe Genève, et qui est formée d'une alternance de couches de roches sédimentaires, de roches calcaires, et donc qui contiennent des fossiles. Alors pourquoi des fossiles marins sur le Salève? Alors lorsque Horace Bénédicte de Saussure, par exemple, qui est un des premiers géologues genevois à essayer d'étudier la formation des montagnes, a réalisé qu'il y avait des fossiles sur le Salève, ben souvent on s'est dit bah, forcément ça veut dire que la mer montait jusqu'au sommet des montagnes. Et c'est pour ça qu'on retrouve maintenant des animaux marins au sommet des montagnes. Et puis c'était en plus assez facile d'imaginer ça, puisque la Bible, presque tout le monde était chrétien à ce moment-là, la Bible expliquait que justement il y avait eu le déluge qui avait fait monter les eaux jusqu'au sommet des montagnes. Tip-top, c'était facile à comprendre. Et pourtant non, c'est complètement faux. Évidemment, la mer n'est jamais montée jusqu'au sommet des montagnes. Ce sont les montagnes qui se sont soulevées bien très récemment finalement à l'échelle de l'histoire de la Terre. Et ces animaux, comme par exemple ce gros mollusque qui vit à l'emplacement du Salève, ben, vivaient au fond de la mer, qui était au niveau moins X que l'altitude. Et puis ensuite, il est mort, sa coquille s'est fait recouvrir par du sédiment, de la boue, du sable, qui s'est transformé en roche. Donc la coquille s'est transformée en fossile, en roche, fossilisée. Et puis ensuite, lorsque les plaques tectoniques à la surface de la Terre bougent les unes par rapport aux autres et se sont rencontrées, sont rentrées en collision, c'est ce qui est arrivé avec l'Afrique et l'Europe, et bien notre couche de roche et puis notre gastéropode, la mollusque qui était fossilisée, et ben, est montée et s'est retrouvée au sommet du Salève. Alors quand on voit ça, on se dit, bah, c'est super, je vais aller au Salève et puis je vais trouver plein de fossiles comme ça va être magnifique, je vais pouvoir augmenter ma collection. Et ben, il y avait très peu de chances en fait, de trouver un fossile pareil, aussi beau, aussi gros. Non pas parce qu'il n'y en a plus, mais tout simplement parce que on a peu de chances de les trouver sur les chemins ou sur les vallées. Il faut savoir qu'à l'époque, au 19e siècle, il y avait des carrières. Ces carrières étaient exploitées à la main. Des ouvriers qui étaient avec leur marteau et leur burin, qui passaient la journée à casser des cailloux. Et c'est beaucoup plus facile dans ces conditions-là de trouver des fossiles. Enfin, c'est plus facile. En tout cas, c'est plus probable d'en trouver qu'actuellement où les dernières carrières qui restent ne sont pas du tout exploitées à la main. Alors, je crois qu'il y a une question. Oui, on a une question de Cédric qui nous ramène aux dinosaures, qui demande est-ce qu'on arrive à retracer le climat à l'époque des dinosaures? Vaste question. Alors, oui, en partie. Alors, on peut retracer le climat, par exemple, en regardant si on a d'autres fossiles, aux côtés des fossiles des dinosaures, en regardant les fossiles de plantes
qui existent à côté des fossiles des dinosaures. Est-ce que ces plantes sont plutôt caractéristiques de climat chaud ou de climat froid? Donc on a des moyens d'utiliser les fossiles pour essayer de reconstituer le climat. Mais maintenant, il y a des techniques plus high-tech, plus compliquées aussi, qui permettent de mesurer par exemple la température. Et là, ce sont les isotopes. Alors les isotopes, si c'est le Cédric dont je pense, les isotopes, euh, les isotopes, c'est différentes variétés pour un même atome. Par exemple, si vous imaginez l'oxygène, c'est un petit atome d'oxygène, comme ça il y en a partout autour de moi. Eh bien, ces atomes d'oxygène, ils ont un noyau au centre et puis il y a plus ou moins de neutrons. Alors ça ne change pas les caractéristiques de l'oxygène, mais ça change son poids. Donc il y a de l'oxygène 18, de l'oxygène 16 en fonction du nombre de ces neutrons. Bref. Et en mesurant ces proportions de différents types d'isotopes de l'oxygène, eh ben, on peut reconstituer en quelque sorte la température de l'époque, parce que ces isotopes, la fraction varie en fonction de la température. Donc maintenant, on arrive à reconstituer la température grâce à ces isotopes. Par exemple, sur la base de Dendrequin, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est assez pratique d'utiliser ces techniques, et on se rend compte qu'il y a une centaine de millions d'années, au Crétacé, la mer pouvait faire jusqu'à 30 degrés centigrades de température en moyenne. Deuxième question. Encore une question concernant la fossilisation de Philippe. Combien de temps faut-il pour que la matière organique se transforme en roche? D'accord, donc c'est pas la fossilisation de Philippe, c'est la question de Philippe. Ouais, voilà. Alors, combien de temps? C'est pas facile, ça dépend de l'environnement. Dans certains cas, il faut des milliers ou des dizaines de milliers d'années pour que petit à petit, un être vivant, une plante ou un animal se transforme en roche. Puis évidemment, ce qui en général se fossilise, ce sont les parties dures de l'animal. Donc pour un vertébré, c'est les os, hein, on a vu une vertèbre de dinosaure. Pour les mollusques, pour les gastéropodes, pour les céphalopodes, puisque vous connaissez les noms maintenant, ce sont les coquilles. Et beaucoup plus rarement, ça peut être de la corne, ça peut être même des parties molles, ça peut être des plumes. Certains dinosaures ont des plumes qui se fossilisent. Mais ça, c'est très rare. Donc en gros, si votre animal avait des parties dures, la fossilisation est en général assez lente et puis le processus se fait progressivement avec une minéralisation progressive des parties dures. Par contre, on a dans certains cas des muscles qui sont fossilisés. Par exemple, sur des poissons découverts au Brésil, là on parle de fossilisation instantanée, c'est-à-dire que probablement des bactéries entrent en jeu dans cette histoire, hein, et puis précipitent des minéraux qui vont accélérer, faciliter la fossilisation. Et on imagine que certains fossiles peuvent commencer à se minéraliser en quelques heures ou quelques jours. Mais ça, c'est vraiment des phénomènes exceptionnels. En général, il faut plutôt compter sur des dizaines, centaines de milliers d'années. Alors, j'en étais là sur mon Attica, voilà, donc un très gros mollusque du Salève, régional. Et on va poursuivre. Donc là, on va passer de l'autre côté. Alors, je vais présenter. Oui, c'est là. C'est une feuille de chêne. Alors, je vous ai dit que Natica, notre gros mollusque gastéropode, il provenait du Salève. Ce n'est pas Genevois, mais c'est presque Genevois. Salève, la montagne des Genevois. Et pour cause, le problème à Genève, c'est qu'on a très peu de fossiles. Genève est construit sur des roches relativement récentes, hein, c'est des roches qui datent de la dernière glaciation. Et si on creuse un peu, on va obtenir des roches plus anciennes qui datent de l'ère tertiaire, du Cénozoïque. Et évidemment, si on creuse encore beaucoup plus, on va trouver des roches plus anciennes, comme celle du Salève, par exemple. Mais pour ça, il faut creuser 3000 mètres à la verticale. Donc, ce n'est pas un bon moyen pour trouver des fossiles. Alors, actuellement, il y a des sondages qui sont faits dans différentes parties du canton de Genève, où on voit ces roches de l'ère secondaire, du Crétacé et du Jurassique, par exemple, mais à plus de 3000 mètres sous nos quais. Alors, à Genève même, eh ben, bon, on peut avoir quelques fossiles, mais ce sont des fossiles récents. C'est par exemple des défenses de mammouths qui vivaient il y a encore 10 000 ans. Il y avait des mammouths à Genève. Lorsque les glaciers ont commencé à se retirer, hein, c'était la fin d'une période glaciaire. Et on peut trouver aussi d'autres animaux qui vivaient à cette époque-là. C'est des espèces assez proches de celles qu'on connaît actuellement. Par contre, ici, on a une feuille de chêne, alors ça c'est assez rare, qui vient de Cartigny, donc sur le canton de Genève, dans une carrière, découverte au XIXe siècle également, et qui provient d'une période interglaciaire. Donc, il faut savoir que depuis 2 millions d'années, on a des périodes froides
qui durent, allez, disons 80 000 ans, et ensuite des périodes plus chaudes qu'on appelle interglaciaires, puis après, hop, ça redémarre une période froide. Et là, on est dans un interglaciaire, donc il y a environ 100 000 ans, puis on voit que cette feuille est magnifiquement préservée. Donc c'est un des rares fossiles typiquement genevois. Alors voilà pour ce fossile, et on va continuer avec un autre, qui est un fossile assez particulier, pas forcément très spectaculaire. Vous avez peut-être remarqué que les fossiles que je vous ai présentés, ce ne sont pas forcément les choses les plus belles, les plus extraordinaires, les plus grandes, parce que souvent, ce ne sont pas ces choses-là qui sont les plus intéressantes. Et parfois, un petit fossile de rien du tout nous apprend beaucoup plus qu'un beau spécimen. Et notamment les pièces historiques qui racontent une histoire, l'histoire de la paléontologie genevoise ou de la paléontologie en général, ce ne sont souvent pas les choses les plus spectaculaires. Mais évidemment, c'est l'histoire qui va autour qui peut éventuellement les rendre intéressants. Alors le dernier fossile dont je voulais vous, enfin, pas forcément le dernier, fossile dont je voulais vous parler, c'est un fossile très ancien, c'est probablement l'organisme, c'est pas l'animal, l'organisme vivant, le plus ancien qu'on a ici au muséum, puisqu'il a environ 1 milliard d'années. Alors, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est un fossile qui a été trouvé en Mauritanie, et qui date, alors 1 milliard d'années, ça paraît absolument énorme. C'est effectivement très, très, très ancien. Alors, c'est pas celui-là. Alors, oui, l'histoire de la vie, en fait, là, en gros, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années, ce qui est l'âge également du système solaire. Et puis, il semblerait que la vie soit apparue relativement tôt à la surface de la planète, il y a environ 3,8 milliards d'années, donc quelques centaines de milliards d'années après la formation de la Terre. Et puis, pendant des milliards d'années, la vie est restée à peu près invisible pour nous parce qu'elle était minuscule. C'était des micro-organismes unicellulaires qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Mais on a, à partir justement de 1 milliard d'années, les premiers fossiles qui commencent à être visibles. Alors voilà le fossile en question. C'est une espèce de disque, en quelque sorte, avec des petites rainures, comme un ancien 33 tours. Et ça correspond à ce qu'on appelle un stromatolite. Un stromatolite, ce n'est pas un animal, mais c'est une plante. Enfin, une plante. Ce sont des algues qui poussent comme ça, qui forment des couches les unes sur les autres, et puis qui déposent, qui fixent les petites particules de sédiments qu'elles ont autour d'eux, et donc qui se fossilisent comme ça en grandissant. Et là, on a une coupe d'un de ces stromatolites qui a 1 milliard d'années. Alors, ce qui est assez amusant, il n'y a aucun lien entre ce que vous allez voir et puis l'image de ce fossile. Mais ce fossile a été trouvé en Mauritanie, dans le désert. Et puis là, il a été trouvé dans cette région. Et quand on observe des vues satellitaires de cette région, il se trouve que ça ressemble énormément au fossile. Alors évidemment, c'est un hasard total. C'est une structure géologique, en fait, qui est... Alors les roches sont formées de roches qui datent d'il y a 1 milliard d'années, mais la structure elle-même, elle est beaucoup plus récente, elle date seulement de 100 millions d'années, et c'est du magma qui est monté depuis le centre de la Terre, qui a en quelque sorte cassé la croûte terrestre, et puis avec l'érosion, on a ces cercles comme ça qui ressemblent beaucoup aux fossiles, mais il n'y a évidemment aucun lien de cause à effet entre ces deux formes. Alors voilà pour le fossile le plus ancien de nos collections, je pense. De toute façon, si on avait des fossiles encore plus anciens, il ne serait absolument pas beau à montrer parce qu'il serait trop minuscule et à peu près invisible. Je peux encore vous montrer, tiens, celui-là. Voilà. Alors ça, c'est un fossile qui est intéressant également scientifiquement et aussi historiquement. Il est dans nos collections probablement depuis le début du musée, donc il y a 200 ans. Alors on sait qu'il est si ancien, notamment parce que Cuvier le décrit. Cuvier, c'est un grand scientifique, c'est l'inventeur de la paléontologie des vertébrés au début du 19e siècle. Et Cuvier dit ah ben oui, je suis allé à Genève en 1911 et j'ai observé un intéressant rostre de crocodile. Il s'agit d'un rostre, d'un bout de museau
d'un crocodile qui vivait il y a environ 150 millions d'années et qui a été trouvé en Normandie, près du Havre, près de Villers-sur-Mer plus précisément. Alors c'est aussi intéressant parce qu'on voit sa surface. Voilà. Donc il y a des traces de dents. Les dents, elles sont presque toutes tombées, hein. Et puis à côté, on a des petites. Voilà, pardon, celle-là, je pense qu'on la voit bien. En fait, c'est des petites huîtres. C'est des petites huîtres qui ont poussé, qui sont accolées, qui sont collées sur l'animal, donc pas sur le fossile, mais sur l'animal, sur le squelette, lorsque le squelette était au fond de la mer, qui se sont fossilisés en même temps que l'animal. Donc ce genre d'information est intéressant parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de la taphonomie. Et par exemple, sur beaucoup des fossiles de ce gisement, les huîtres ne sont que sur un seul côté du fossile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal était posé sur le fond dans un sens particulier, avec une partie qui était dans le sédiment, non visible, une partie qui était visible à la surface du fond marin, et puis les petites huîtres s'installaient là-dessus. Donc on peut reconstituer les paléo-environnements à l'aide de ce type d'information. On a une dernière question de Cédric. Est-ce que les stromatolites existent toujours à l'heure actuelle et où pourrait-on en voir? Voilà, les stromatolites sont relativement rares actuellement, mais on en a effectivement dans plusieurs environnements. C'est souvent des environnements assez particuliers, très chauds, très salés et autres. Et puis le site le plus fameux, le plus célèbre, c'est Shark Bay en Australie, où on a toute une série de monticules comme ça qui dépassent de l'eau et qui correspondent bien, à ces productions de bactéries qui fixent le sédiment. Donc, effectivement, on a encore des stromatolites actuellement. Alors, pour terminer, évidemment, je ne vais pas manquer de vous présenter ou de vous rappeler que ce magnifique ouvrage qui présente une bonne partie des fossiles, enfin non, tous les fossiles que je vous ai présentés cet après-midi, même la mandibule de crocodile marin, et puis qui présente l'historique du muséum écrit d'une manière vraiment sympa. C'est pas un texte trop académique, disons, mais ça raconte plein d'anecdotes, plein de choses très rigolotes. Voilà, vous voyez Ali, hein, pour les anciens d'entre vous, avait certainement rencontré au muséum il y a encore quelques dizaines d'années. Et puis, alors la deuxième partie, c'est les magnifiques photos de Philippe Bagnères, qui est derrière la caméra aujourd'hui, et qui présente une sélection de spécimens des collections. Donc, il y a des insectes, il y a des cailloux, il y a des fossiles, il y a tout ce que vous voulez, des gros cristaux. Donc, allez-y, n'hésitez pas, ça fait un super souvenir. Même si c'est pas Noël, c'est pas grave, on peut le garder pour soi ou offrir à d'autres occasions. Voilà, c'est un super objet. Je vous encourage à le faire. Alors voilà, je crois qu'on a terminé cet après-midi. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer des messages. Et d'essayer de vous y répondre. Bon après-midi.